18e édition des 24 heures du Mans se déroule les 25 et 26 juin 1960 et l'on retrouve sans plus tarder quelques-uns des concurrents lors du traditionnel pesage. Voici pour commencer les Chevrolet Corvette coupés de l'équipe de Briggs Cunningham, lequel est de retour au Mans après 5 ans d'absence. L'ACO avait reçu 72 demandes d'engagement pour cette année, mais seules 58 voitures sont admises aux essais et 55 au départ. Il y a deux catégories, les voitures de sport et les GT, qui ont cette année leur propre championnat international. Dans les deux cas, les 24 heures sont bien la 5e et dernière manche de la saison. Outre les Corvettes engagées sous la bannière Cunningham, on trouve d'autres représentants pour les États-Unis, avec l'équipe Camorati, qui engage 3 Maserati et une Corvette de la structure North American Racing Team qui se présente avec pas moins de 4 Ferrari. Quant à Briggs Cunningham, et pour en finir avec lui, il engage aussi cette Jaguar E2A numéro 6. Voici maintenant l'Aston Martin DBR1 300 privé numéro 7 qui sera piloté par Roy Salvadori et un jeune pilote de 24 ans qui en est à sa deuxième participation, Jim Clark. L'Abarth 850S numéro 50 avec l'équipage Guichet-Condrier. La Stanghellini 750 Sport, une voiture réserviste qui ne prendra pas le départ, hélas pour elle. Chez Ferrari, les 250 TR sont rutilantes et figurent évidemment parmi les têtes d'affiche. La Scuderia qui a l'obligation de remporter les 24 heures si elle veut remporter le championnat du monde. Au tour des Porsche maintenant de se présenter. Ce sont des 718, déjà vainqueurs à Sebring et à la Targa Florio en début d'année. Les seules voitures à être munies d'essuie-glace, à l'intérieur comme à l'extérieur. La liste des pilotes Porsche est impressionnante. Graham Hill, Joe Bonnier, Maurice Trintignant, Hans Herrmann, entre autres. Tout ce beau monde se retrouve maintenant sur le circuit de la Sarthe, long de 13 km 461. Côté voiture française, une seule marque représentée, DB et leur moteur Panhard. 5 engagements ont été retenus et tous les pilotes sont en effet français. On en parlait tout à l'heure, la marque Abarth est également représentée, tout équipée d'un moteur Fiat S4. Le numéro 32, c'est pour la MGA Twin Cam Coupé de la famille Lund. Tout le monde est en tout cas à pied d'œuvre pour bien préparer les séances d'essai. L'ACO avait déjà pu organiser le 9 avril précédent une journée préparatoire sur le grand circuit et 14 voitures avaient pu rouler sur un temps total de roulage de 10 heures. En ce mois de juin, 2 nouvelles séances sont prévues, le mercredi et le jeudi. Elles ne seront pas de trop pour préparer la course. Voici Maurice Trintignant, déjà vainqueur de l'épreuve en 54 et 2 fois victorieux au Grand Prix de Monaco en 1955 et 1958. Il est bien sûr une des vedettes de l'épreuve, on le retrouve au volant de la Porsche numéro 34 en compagnie d'Hans Herrmann. Et puisqu'on évoque la Formule 1, sachez que ces 24 heures ont lieu une semaine seulement après un Grand Prix de Belgique absolument tragique où les pilotes Alan Stacey et Chris Bistow se sont tués et où Stirling Moss et Mike Taylor ont été gravement accidentés. L'atmosphère est donc assez lourde dans le paddock du Mans, où l'on espère qu'en plus d'un grand succès populaire, tout pourra se dérouler sans encombre. Le beau temps en tout cas n'a pas duré, et la pluie vient bien perturber ces essais. Voici la Ferrari privée numéro 17, sous bannière américaine, avec le duo André Pilette et Ricardo Rodriguez, lequel n'a que 18 ans. Il en est déjà pourtant à sa 3e participation. Il fait un temps à ne pas mettre une voiture dehors, et pourtant il faut bien se préparer.
Lors de la séance de nuit du mercredi, un accident sérieux va hélas se produire. Alors qu'il venait d'améliorer le meilleur temps en piste, Dan Gurney et sa Jaguar Cunningham entrent en collision avec la Ferrari de l'équipe privée Scuderia Serenissima. Cette dernière percute un arbre et elle est littéralement coupée en deux. Le pauvre pilote, le Brésilien Frederico Doré, passera les 8 mois suivants à l'hôpital avec de sérieuses blessures à la tête. La Jaguar numéro 6, elle, sera bien réparée et sera bien au départ. Autre accident le jeudi, la Lotus de Jonathan Sief, l'héritier des magasins Marks & Spencer, sort de la route suite à une rupture de suspension. Par précaution, l'équipe Lotus renonce à la course pour ses 2 élites GT, mais conserve 2 engagements valides. On n'est malgré tout pas passé loin de la catastrophe. Le grand jour est arrivé. Dans quelques heures, ce sera le départ des 24 heures du Mans 1960. Et c'est une foule immense qui se presse à l'entrée du circuit. Le temps est couvert et les prévisions ne sont pas vraiment optimistes pour le reste du week-end. Les équipes sont prêtes, même si on avoue avoir quelques appréhensions face à la consommation d'essence. Alors que Louison Bobet, triple vainqueur du Tour de France entre 53 et 55, fait le tour des stands, on garde aussi en mémoire la réglementation pour les pilotes. On ne peut pas faire plus de 52 tours consécutifs et on ne peut pas rouler plus de 14 heures au total. Nouveauté supplémentaire, en plus du classement général et de l'indice de performance, a été créé l'indice au rendement énergétique, tous dotés de primes en augmentation. Les cérémonies d'avant-course ont commencé, la fanfare à fière allure. Les couleurs sont présentées de manière solennelle pour la plus grande joie des spectateurs. Il s'agit maintenant de ranger les voitures en épi pour le traditionnel et fameux départ type Le Mans, où les pilotes vont courir pour s'installer à bord de leur voiture. Dernier moment de concentration ou de détente, la tension monte en tout cas sur cette ligne droite des stands à quelques minutes du départ. Le drapeau français est alors présenté. C'est le prince Alexandre de Mérode, président de la FIA et du Royal Automobile Club de Belgique, qui va donner le départ. Tout le monde retient son souffle. Un départ qui est donné à 16h pile et c'est aussitôt la ruée vers les bolides. En l'absence de Stirling Moss, qui à chaque fois ou presque était le plus prompt à se mettre en action, c'est Jim Clark qui est le premier homme en tête, mais c'était sans compter un Masten Gregory déchaîné. L'Américain avec sa Maserati Camoradi double 20 voitures dans le premier tour et se retrouve leader. Gregory qui va ensuite poursuivre sur sa lancée jusqu'à compter plus d'1 minute d'avance à la fin de la première heure sur une meute de Ferrari. Mais un coup de théâtre va survenir dans la deuxième heure de course avec les premiers arrêts au stand pour ravitailler.
Les Ferrari, tout à leur volonté de rester au contact de la Maserati, tombent en panne d'essence. Incroyable mais vrai, la numéro 9 de Phil Hill et Wolfgang von Trips et la numéro 12 de Ludovico Scarfiotti et Pedro Rodriguez sont déjà hors course. Heureusement pour lui, Olivier Gendebien sur la numéro 11 a pu de justesse rejoindre son stand et c'est même lui qui pointe en tête peu après suite à des ennuis mécaniques qui viennent frapper Masten Grégory et sa Maserati et qui vont faire perdre plus d'une heure dans cette histoire à ce duo. Un début de course assez fou donc, fidèle à la légende des 24 heures dont on ne se lassera jamais. Attention, mésentente à Mulsanne. La Jaguar numéro 6 rate son freinage et manque de s'accrocher avec l'AC Ace Coupé de l'écurie lausannoise. On s'aperçoit d'ailleurs peu après que c'est une portion du circuit qui pose pas mal de problèmes et quelques concurrents semblent au ralenti. Pour certains et on frémit chez Ferrari en voyant la numéro 17 presque à l'arrêt. Mais ça n'est qu'une alerte pour le duo Pilette-Rodriguez. En tête, on retrouve une autre Ferrari, la numéro 11 de l'équipage Gendebien-Paul Frère. Et c'est alors que l'orage éclate. Il ne manquait plus que ça. Dans ces conditions, personne n'est à l'abri d'une mésaventure. La preuve avec cette sortie de route pour la Ferrari de l'équipe nationale belge et l'équipage Lucien Bianchi, Jean Blaton, Tipper Lys. C'est le 4e abandon de la course et déjà la 3e Ferrari qui doit renoncer. À se demander si la Scuderia n'est pas maudite dans cette édition. La première Corvette Cunningham doit aussi renoncer. Dommage, il s'agissait de celle où l'on retrouvait le patron en personne derrière le volant. Abandon également pour la Porsche numéro 34. Maurice Trintignant ne gagnera pas une deuxième fois les 24 heures. La nuit est en train de tomber. La Ferrari des Belges Gendebien Frère est toujours en tête, mais derrière une autre voiture est en train de faire le spectacle. Il s'agit de l'Aston Martin privé de l'équipe Border Ravers avec le duo Salvadori Clark au volant. Seulement 10e à la fin de la première heure, les deux pilotes s'en donnent à cœur joie sous la pluie et remontent bientôt à la 2e place sous les coups de 11 h du soir. Cela étant, avec la pluie qui se calme ensuite, la puissance des Ferrari reprend le pouvoir et l'Aston Martin redescend quelque peu dans le classement. Gendebien Frères sont toujours en tête, devant une autre Ferrari, celle de Pedro Rodriguez, qui sera malheureusement retenue 10 minutes au stand suite à un court-circuit. En ce qui concerne les abandons, deux noms illustres viennent s'ajouter à la liste. Maserati d'abord, la dernière devant abandonner sur problème moteur. Et Jaguar, avec le retrait à 5 h 30 du matin de la Type D de l'écurie Écosse, ce qui a représenté la fin de l'histoire prestigieuse de cette voiture au Mans. Maintenant en train de poindre sur le Mans. L'AC Ace Coupé Suisse numéro 30 est à son stand et c'est un arrêt qui se prolonge. Le duo Vicky Gachnang ne sera pas classé à l'arrivée car ils n'auront pas couvert 80% de la distance annoncée de leur index de performance.
découvre l'épave de la Maserati numéro 24, au volant de laquelle Masten Grégory avait réussi un festival en début de course. En tête, en tout cas depuis la deuxième heure, toujours la Ferrari numéro 11 qui possède vers 8 h du matin, et alors qu'il ne pleut plus, 5 tours d'avance sur une autre Ferrari, celle de Richie Ginter et Willy Meiress. Voilà la voiture qui mène le bal. Il n'y a plus vraiment de suspense et Ferrari semble devoir renouer avec la victoire après la défaite de 1959. Attention cependant, la numéro 10 de Ginter Meiress a finalement dû abandonner dans la matinée suite à une boîte bloquée. Mais c'est une autre Ferrari, la numéro 17, qui a pris le relais en deuxième position. Et alors que les spectateurs se réveillent et reprennent place sur le circuit, c'est une course à élimination qui est en train de se dérouler. On s'aperçoit en tout cas que le beau temps est revenu. Les spectateurs vont enfin pouvoir bénéficier d'une belle journée estivale pour l'arrivée de cette 28e édition. Ceux qui le veulent peuvent assister à la messe en plein air, tandis que les voitures continuent leur ronde quasi infernale. Arrêt au stand pour la Ferrari Tavano, celle du régional Fernand Tavano, épaulé par Loustel, de son vrai nom Pierre Dumay. Ils sont dans le top 5 de la course. Ils sont les premiers Français au classement et ils sont l'attraction incontestable de cette édition. La Corvette Camoradi numéro 4, elle figure bien dans le top 10, mais le duo Gamble-Lillet ne sera pas classé non plus, toujours à cause de cette distance minimale non respectée. Quant à la DB numéro 48, elle est la première voiture française dans le classement, avec le duo Loro-Armagnac. Ce sont eux qui vont s'imposer à l'indice de performance, la victoire revenant à Lotus pour l'indice au rendement énergétique. L'arrivée se rapproche, la direction de course reste concentrée et enregistre tous les chronos officiels. Il y a à vrai dire peu de suspense apparemment, mais sait-on jamais. Se remplissent de nouveau. Tout le monde est de retour pour assister à l'arrivée du Mans, un moment qui ne se rate pas. L'occasion aussi de se rendre compte de l'activité d'un village des 24 heures, une véritable ruche qui fourmille dans tous les sens.
pour la Ferrari de Fernand Tavano, largement encouragé par le public. Dernier arrêt aussi pour la Ferrari numéro 20 du North American Racing Team avec l'équipage Joe Schlesser Bill Sturgis. Mais pour elle, ce sera une cruelle désillusion car si même la voiture repart bien après un changement de pilote, elle devra renoncer dans la dernière heure sur casse moteur. Olivier Gendebien se prépare. C'est à lui que va revenir l'honneur d'effectuer l'ultime relais sur la Ferrari de tête. Paul Frère s'immobilise et laisse le volant à son compatriote. Deux Belges en tête des 24 heures du Mans, c'est évidemment une première. Il est 16 h, le drapeau à damier commence à s'abattre sur les premières voitures à passer la ligne d'arrivée. Certaines voitures italiennes tiennent à passer ensemble, mais on s'aperçoit qu'il y avait tout juste la place pour cela. Et voici la gagnante, la Ferrari 250 TR 5960 numéro 11 de l'équipe officielle Ferrari, pilotée par Olivier Gendebien et Paul Frère, lequel prend sa retraite de pilote après cette victoire pour se consacrer à son métier de journaliste. Ils ont bouclé 314 tours, soit un peu plus de 4200 km. Ils finissent avec 4 tours d'avance sur la Ferrari de Pilette Rodriguez et il s'agit donc de la 4e victoire de la Scuderia dans la Sarthe.